Bonjour. Donc, ça sera une présentation donc, à deux voix avec collègue Daniel Pic, donc sur la modélisation de la maturation des baies de raisin et donc du concept au transfert. Donc ce qu'on a choisi de présenter, c'est plus la genèse du projet, comment on a été amené à collaborer ensemble. Donc on ne vous présentera pas forcément beaucoup de résultats, on ne rentrera pas dans les détails méthodologiques et des résultats, mais plutôt notre histoire, on va dire, partenariale. Donc, pour démarrer, tout d'abord, donc, je me présente, donc Étienne Goulet, je suis le directeur technique d'Interloire. Interloire, c'est donc l'interprofession des vins du Val-de-Loire. Donc très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas les interprofessions viticoles, pour Interloire, il y a 4 grandes missions. Tout ce qui est études statistiques pour analyser l'offre, la demande. On a une grande mission aussi sur le développement technique et donc le développement également de la qualité des vins. Organiser et harmoniser les pratiques et les relations professionnelles en usage, donc les relations surtout entre la partie viticole, producteur, et puis la partie négoce. Et puis promouvoir en France et à l'étranger nos appellations. Donc ça, c'est la mission principale, hein, la promotion de nos appellations pour l'interprofession. Mais vous voyez qu'il y avait marqué « Favoriser le développement technique régional ». Donc ça, c'est l'objet, on va dire, la mission du service technique à Interloire. Donc qui travaille avec une commission technique d'élus, représentants viticulteurs et représentants négoces. Et donc le président de la commission technique, donc Jean-Michel Maury, ici dans la salle, est en charge aussi d'animer avec moi cette commission d'élus. Donc les missions techniques de l'interprofession, rapidement, l'Observatoire de la qualité, c'est tout ce qui est suivi aval de la qualité des vins, des veilles concurrentielles sur nos produits. Le transfert d'informations techniques, donc on va y revenir tout à l'heure, donc avec le site internet, des colloques, des plaquettes, etc. Et puis, le soutien financier aux actions de recherche, expérimentation et de développement. Donc en fait, le projet Maturab, hein, qu'on va vous présenter, est finalement à l'interface entre le soutien financier aux actions de recherche et de développement, et puis le transfert d'informations techniques. Donc, une petite diapositive pour vous dire qu'on représente environ 2700 vignerons, 190 négociants, et qu'on couvre environ 40 000 hectares. Et puis, donc, toute cette promotion, tout ce soutien à la technique, c'est possible grâce aux cotisations versées par les vignerons et les négociants. Voilà, c'est à peu près un petit peu plus de 3 centimes d'euros qui est reversé à l'interprofession par col, donc par bouteille. Alors, sur le projet en tant que tel, donc sur la genèse du projet et la collaboration INRA-Interloire, donc je remonte, hein, on est sur 2000-2006, et puis on va arriver à la fin en 2015. Donc 2000-2006, je parle de la thématique d'étude, donc Maturab, c'est sur la maturation du Cabernet Franc. Donc tous les ans, et depuis de nombreuses années, on recense les besoins exprimés par la profession, donc lors de réunions de la commission technique Interloire. Et la problématique de la maturité du Cabernet Franc était ressortie déjà à l'époque comme une des thématiques prioritaires. Il faut savoir que le Cabernet Franc, c'est le cépage principal en rouge au niveau du Val-de-Loire, moyenne vallée de la Loire, donc c'est-à-dire toutes les appellations Anjou, Saumur, Saumur-Champigny, Chinon, Saint-Nicolas de Bourgueil, etc. Alors cette thématique était bien évidemment déjà travaillée par les organismes scientifiques et techniques nigériens, mais on avait besoin également d'aller plus loin. Et puis, donc en parallèle, c'est là où ça se rejoint, on a eu la création en 2005 d'une unité mixte technologique Viniterra, donc qui regroupe l'Institut français de la vigne et du vin, l'INRA d'Angers, l'École supérieure d'agriculture d'Angers, et puis la cellule terroir viticole, qui est une petite association. Donc finalement, la première étape de ce projet, elle a eu lieu en 2005-2006 avec des échanges entre l'UMT Viniterra et l'INRA de Grignon. Donc
la première étape, elle a été entre scientifiques, donc l'élaboration d'un programme de recherche sur la maturation du Cabernet Franc. Et puis, comme la profession viticole a souhaité tout de même structurer depuis 2007, il me semble, un petit peu la recherche et puis la profession, il se trouve que le poste de directeur technique d'Interloire que j'occupe, il est également partagé avec la direction régionale de l'Institut français de la vigne et du vin, donc de l'Institut technique national pour la filière viticole. Donc ça permet aussi un meilleur échange, on va dire, entre les organismes scientifiques et techniques d'un côté et la profession. Donc c'est tout naturellement que, on va dire en 2007, fin 2006, début 2007, il y a eu donc la présentation, par Daniel d'ailleurs, du programme de recherche auprès de la commission technique Interloire, et donc une validation des professionnels sur ce projet, et donc une contractualisation Interloire, INRA, GMPA. Donc, sur ce contrat, l'objectif, c'était donc un programme de recherche. Donc, les objectifs, c'était de prédire les cinétiques d'évolution des indicateurs de la maturité des baies de raisin de Cabernet Franc. Comment on comptait s'y prendre? Donc, en sélectionnant des variables clés de la maturation à partir donc, de la littérature, de l'expertise humaine et de données expérimentales. C'est là où on va voir le lien entre les instituts techniques et entre la recherche. Et puis, donc, pour aboutir finalement à un outil de prédiction de la maturité des baies de raisin de Cabernet Franc, pour aider à la décision, notamment les vignerons, les conseillers, etc., pour le choix de la date de vendange, l'orientation des vendanges parcelle par parcelle. Il faut savoir que pour le vin, l'important, bien évidemment, c'est la qualité du raisin. Après, on a tous les process œnologiques qui sont très, très importants également, mais la qualité du raisin, c'est ce qui nous préoccupe le plus. Et donc d'arriver, quand on dit comme ça, c'est peut-être, on peut penser que c'est relativement facile, mais d'arriver à la bonne maturité au moment de la vendange, c'est-à-dire une maturité choisie et pas subie, mais une maturité choisie pour un type produit que l'on veut faire, c'est la difficulté. Et à une semaine près, on peut tout changer. Donc, soit en décalage de maturité. Voilà, il n'y a pas une maturité possible, il y a des maturités différentes en fonction des produits que l'on veut faire. Et donc ça, c'est très important de pouvoir prédire un petit peu et de pouvoir avoir des outils, en tout cas, pour approcher cette maturité. Donc rapidement, le contrat de recherche, comment il a été, puisque c'est aussi l'objectif de l'intervention, de voir comment on s'est structuré. Donc le contrat de recherche contenait une thèse à l'intérieur, donc une thèse de 3 ans, plus les fonctionnements INRA. Donc sur l'ensemble du programme, l'interprofession a accordé une subvention d'un petit peu moins de 100 000 euros sur ce programme-là pour l'INRA. Alors, ça, c'est également possible parce que, je veux dire, on a des antécédents de financement de programmes et que l'interprofession choisit toujours de financer de la recherche amont, de l'expérimentation et du transfert d'informations. Puisqu'on sait très bien, l'objectif principal pour nous, c'est de transférer des connaissances techniques aux vignerons, aux négoces, aux conseillers. Mais pour réaliser ce transfert, on sait très bien qu'on a besoin de l'expérimentation pour avoir des connaissances techniques, et avant les expérimentations, on a besoin de la recherche amont pour avoir les connaissances scientifiques. Donc ça, les professionnels ont toujours choisi de financer une partie la recherche amont, une partie l'expérimentation et une partie transfert. Donc sur le suivi du programme, on avait donc un comité technique qui regroupait l'INRA, GMPA, Interloire et l'UMT Viniterra. Donc l'INRA, GMPA pour tout ce qui était modélisation et informatique, l'UMT Viniterra au niveau de l'expertise sol de la cellule terroir viticole, fonctionnement de la vigne de l'IAV, INRA et ESA, et puis l'analyse sensorielle également des baies de raisin et des vins par l'ESA. Et puis Interloire, on était là dans ce comité technique pour essayer à chaque fois d'avoir une vision plutôt finalisée pour les opérateurs. Je peux te laisser peut-être la parole à Daniel sur les parties plutôt méthode et résultats, et puis moi je reprendrai la parole après pour la finalisation. Okay. Alors,
En fait, c'est la démarche qui a été mise en place justement pour élaborer cet outil d'aide à la décision qui est basé sur la modélisation. Et qu'est-ce qu'on avait comme base initiale pour pouvoir monter ce modèle? Bon, on a regardé d'abord tout ce qui existait dans la bibliographie sur la maturation de baie de raisin. Il y a beaucoup d'informations. Cette bibliographie est extrêmement abondante. Par contre, ce que l'on a ajouté, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur l'expertise humaine. Donc, on est allé interroger à la fois des experts scientifiques, des experts technologiques, et on a extrait l'information à partir de toute cette expertise. Et puis, on a utilisé des bases de données. Pendant la thèse, on a fait du recueil de données. Il y a eu des analyses biochimiques, etc., qui ont été réalisées. Et il y a eu aussi une grosse définition de quels sont les indicateurs qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir caractériser la baie de raisin, parce que c'est quand même multi-indicateur. On peut s'intéresser à du sucre, on peut s'intéresser à des arômes, etc. Il y a quand même beaucoup d'indicateurs possibles. Et là, c'est certainement une des difficultés, mais on pourra en reparler à la fin de la présentation. Donc à partir de là, on a fait une caractérisation de la maturation des baies de raisin, et on a développé, on a testé différents types de modèles, des modèles linéaires, des modèles PLS, et on est arrivé à un modèle qu'on appelle un réseau bayésien, qui permet en fait de prendre en compte à la fois des données de mesure, tout ce qui avait été recueilli pendant les 4 années là où on a recueilli des données sur les suivis de maturation, mais aussi d'intégrer de l'expertise des données qui venaient des experts scientifiques, des experts technologiques. Et donc tout ça, ça a permis de construire un modèle qui décrivait la maturation, mais aussi qui avait un aspect donc prédictif, parce qu'on a pris en compte un certain nombre de paramètres pour faire tourner ce modèle, et ces paramètres extérieurs, c'est notamment les conditions météorologiques sur les dernières semaines de la maturation. Bon, et après, ce modèle a été validé sur d'autres années, et on continue, c'est ce qu'on va voir après, on continue à travailler sur ces aspects. Alors, les indicateurs qui ont été au départ définis comme importants pour la maturation, alors c'est bien sûr le sucre et l'acidité totale, c'est les deux principaux, mais au départ on a cherché à aller plus loin pour avoir une idée des anthocyanes, notamment par rapport à tout ce qui est polyphénol, etc., le pH et les composés polyphoniques totaux. Et on a regardé un grand nombre de variables qui pouvaient avoir une influence justement sur la construction de ce modèle, des variables culturales, comme les rendements, les porte-greffes, des variables pédologiques, des variables climatiques, comme température, ensoleillement, etc., dont on pouvait avoir la mesure quotidiennement, et puis d'autres types de variables qui étaient les stades foliaires, le potentiel, etc. Donc de tout ça, on a fait un tri. On a d'abord regardé quelle était, donc par rapport notamment à l'expertise des scientifiques et l'expertise des technologues, on a regardé par rapport à ces différents indicateurs de maturité, quelles étaient les variables qui étaient importantes à prendre en compte. On peut prendre un exemple, par exemple, ce qui sortait qu'est-ce qui est important sur l'évolution de la teneur en sucre des baies de raisin, c'était notamment la température, l'ensoleillement, l'alimentation hydrique, le rapport feuilles-fruits, les cinétiques des cycles végétatifs et le type de sol. Et on a pu comme ça décliner un certain nombre de variables qu'il fallait prendre en compte pour pouvoir décrire l'évolution des baies de raisin. Je vais repasser la parole à Étienne, parce que là, c'est donc tout le réseau sur lequel on a travaillé. Oui, bon, vu qu'on a un petit peu de retard, on va passer vite. On avait dit qu'il y avait la partie bibliographique, recueil d'expertise, et puis toute la partie expérimentation, recueil de données expérimentales. Donc là, on avait effectivement un réseau de 26 parcelles de Cabernet Franc en Touraine et en Anjou, où on suivait la maturation 4 à 5 semaines avant récolte, donc où on faisait pas mal d'analyses dessus. Donc ça, Daniel vous l'a dit, on a testé plusieurs modèles. L'équipe de Daniel a testé plusieurs modèles pour arriver finalement au réseau bayésien. Alors voilà un exemple. Ah oui, voilà à quoi ça ressemble là. Donc finalement les trois variables qui ont été retenues, c'est la teneur en anthocyanes, les sucres et l'acidité totale, qui sont en fait influencés par des paramètres tels que la pluviométrie, la température, la durée de l'insolation par jour et l'humidité relative. Et on a bâti un réseau qui est en interaction. Dans chaque rond, vous avez les paramètres du modèle, les flèches représentent les interactions, pour pouvoir ensuite prédire à un temps T+1, généralement c'est un horizon d'une semaine, quelle sera la teneur en sucre, la teneur en anthocyanes et l'acidité. Alors pourquoi ces paramètres-là? Parce que déjà on avait des données dessus, et notamment des données expertes qu'on n'a pas forcément sur les autres variables sur lesquelles que j'ai évoquées avant, comme la composition aromatique, etc. Mais ça, on va y travailler. Voilà. Donc on voit aussi, par exemple, on prend pas le caractère sol. Donc moi,
d'origine plutôt pédologue, j'étais surpris au départ, et finalement, étant donné qu'on regarde les 5 dernières semaines, quasiment avant la maturité, la première mesure qui va nous donner des éléments d'anthocyanes, de sucre et puis d'acidité, finalement, pour faire tourner le modèle, ensuite, on a besoin d'une première mesure. Cette première mesure prend déjà en compte l'effet sol sur les parcelles, puisqu'on va avoir une mesure à 5 semaines de la vendange. Donc on peut penser que quasiment dans les 5 dernières semaines, je ne dis pas que le sol n'influence pas, mais l'effet sol est déjà assez bien en place là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on a choisi plutôt des variables climatiques. Bon, je passe rapidement, ça c'est sur les résultats, mais vous voyez qu'on avait des erreurs moyennes de 7 à 8%, qui pour nous, au regard des erreurs aussi de mesure en laboratoire sur sucre, acidité, anthocyanes, et sur une prédiction, étaient pour la profession assez convenables. Donc de 2010 à 2013, ensuite, une fois que le contrat de recherche a été terminé, on a utilisé ce modèle en prédiction des paramètres sucre, acidité, anthocyanes, cette fois-ci sur un suivi de maturité plus restreint de 9 parcelles. En fait, c'était plutôt la phase de validation. Et puis, en même temps, on a développé une interface informatique pour la prise en compte automatique des données météorologiques. On a mis en forme des données et transferts dans le logiciel de prédiction. Et puis, on a développé également une interface utilisateur qui ressemblait à ça. Et au départ, c'est ceux qui... Voilà, c'était les utilisateurs, ceux qui rentraient les données, qui avaient accès à cette phase-là. Alors, parallèlement, on a eu des dégâts collatéraux, comme on peut appeler. Alors, c'était l'élaboration d'un autre outil de transfert sur un outil de dégustation des baies de Cabernet Franc pour aider au choix de la date de vendange. Voilà, donc ça a été aussi possible grâce à ce programme-là. Et puis, on arrive à la fin, puisqu'on est en 2013, mise à disposition en phase test auprès des professionnels de la commission technique d'une interface web utilisateur de visualisation. C'est-à-dire qu'on a testé auprès de certains professionnels l'interface de résultats de modélisation sur une vingtaine de parcelles. Et donc ensuite, on a enquêté ces professionnels pour savoir si cette interface déjà apportait un intérêt, parce que c'est quand même pour eux. Donc heureusement, ils nous ont dit que oui, c'était quand même utile d'avoir une prédiction de la maturité. Et puis, ils ont demandé un certain nombre d'améliorations. Et puis, puisque nous, on faisait sur un réseau collectif, ils ont aussi demandé s'il était possible de pouvoir avoir une utilisation individuelle, donc c'est-à-dire sur sa propre parcelle. Donc ça nous a forcé un petit peu à changer pas mal de choses. Et finalement, la décision de la commission technique, ça a été de financer, d'attribuer un budget pour créer une interface web interactive, cette fois-ci, et puis de mettre cette interface web sur le site Techniloire. Alors, je passe rapidement, ça c'était sur le cahier des charges de l'interface web, avec une partie site web MaturaB, et puis une partie INRA, serveur de calcul. Donc 2014, parce que ça aussi, ça fait aussi partie du programme de recherche, c'est la négociation entre Interloire et l'INRA sur les accords de propriété et la licence d'exploitation du modèle. Parce que voilà, on travaillait ensemble depuis quand même plusieurs années, on avait des contrats, mais on a été aussi obligé de renégocier un petit peu sur les accords de propriété, puis comment exploiter le modèle. Et ensuite, on a choisi un prestataire pour la création des services web. Voilà, donc actuellement en 2015, on est en phase de réalisation de l'interface. Le prestataire travaille avec l'équipe de Daniel en ce moment même. Il y a des phases de test et on pense à une mise en ligne opérationnelle prévue pour les vendanges 2015. Donc on insiste, c'est une interface en accès libre et gratuit pour tous les opérateurs d'Interloire. Donc un apport d'un service, un outil d'aide à la décision collectif, puisqu'on aura toujours un réseau de parcelles collectifs sur lesquels on va faire tourner les modèles, mais également individuel, parce que le viticulteur pourra cliquer sur une parcelle, rentrer ses premières mesures et avoir sa modélisation de sa propre maturité sur sa propre parcelle une semaine après, voire 15 jours, mais on va plutôt dire une semaine, puisque les qualités... bon, ça je passe, c'était des exemples, mais ça c'est des... Voilà, et pour le perspective, donc on va... Daniel en a parlé, améliorer le modèle Cabernet Franc. Pourquoi pas intégrer des nouveaux paramètres de sortie? On parlait des arômes, ça, mais tout ça, il y a à y retravailler. Et puis, nous, ce qui nous intéresse beaucoup à Interloire aussi, c'est l'extension à d'autres cépages, comme les cépages blancs. Et donc là, on boucle la boucle, c'est-à-dire qu'on revient à des programmes de recherche, on retourne à un pilotage UMT Viniterra, INRA, GMPA, mais évidemment, la participation d'Interloire, elle sera là. La volonté d'extension aux autres cépages du Val-de-Loire est affirmée.
Donc on aura une participation financière probable en fonction de la réussite de l'outil précédent. Alors, je vais conclure parce que je crois que le temps est dépassé. On avait prévu de vous montrer d'autres exemples d'utilisation de modélisation, et notamment sur une opération sur laquelle on travaille beaucoup chez nous sous différents aspects, c'est l'affinage de fromage. On a eu à peu près une démarche semblable. L'objectif étant de tester, de pouvoir prédire l'état d'avancement de cet affinage et aussi les caractéristiques de composition de ces fromages, microbiologiques, biochimiques, etc. Donc je passe, on a développé des réseaux. Si ça vous intéresse, on pourra en parler. Voilà des exemples de résultats. Peut-être cette dernière diapo sur la façon dont ça se passe, c'est de bien définir l'objectif fixé, que la quantité d'informations dont on dispose va être importante au regard de la complexité du modèle qu'on va pouvoir développer et des objectifs que l'on sera fixés. Il faut disposer d'un certain nombre de données que l'on peut soit compléter, soit qui sont déjà disponibles. Il existe des bases de données, il faut regarder ce qui existe dans les bases de données. Et surtout, il faut une bonne interaction entre tous les professionnels, les modélisateurs et les experts. J'en profite simplement pour remercier Interloire et l'Interprofession qui nous a beaucoup aidés dans ce programme. Et on a eu, je crois, une bonne collaboration, parfois avec des coups de frein, des coups d'accélérateur, mais quelque chose qui s'est très bien passé, qui, j'espère, va continuer dans les années à venir. Merci. Merci beaucoup. Je suis désolée de vous mettre la pression, mais l'idée c'est de tenir et de garder aussi du pour les questions. Donc on a 4-5 minutes pour les questions. Je vais demander aux intervenants suivants de venir commencer à s'installer de manière à ce qu'on puisse enchaîner très vite. Voilà. Donc est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Pas de question. Est-ce que dans l'autre salle, vous avez une question ? Sinon, j'en ai une en stock. Ah. Tania. Est-ce que d'abord on... Oui. Bonjour, je suis Tania Rougier du pôle de compétitivité Céréales Vallée. Donc, je ne suis pas sur la vigne, mais j'ai une question. Là, vous avez fait un modèle qui travaille sur la dernière semaine, en fait, pour aller jusqu'à la maturation. Et donc, on est à une question de jours pour définir entre le moment de la mesure et le moment de la récolte. Ma question, c'est est-ce qu'on pourrait envisager à terme d'avoir un modèle qui prenne en compte une durée plus longue entre le moment de la mesure et le moment de la récolte? Alors, on n'est pas au jour, on n'est pas au jour, on prédit à 7 jours pour le moment, ce qui va se passer 7 jours après. Oui, mais voilà, mais là, du coup, le viticulteur décide sur ces 7 jours le jour où il va récolter. Oui, on pourrait faire évoluer le modèle pour avoir des données sur chaque jour. Parce que ce qui se passe, en fait, une des difficultés, c'est la qualité. On utilise des prédictions météorologiques. Et plus on s'éloigne, plus la qualité baisse. Donc, on est très bon à 1 jour, à 2 jours, à 3 jours, à 4 jours, jusqu'à 7 jours, c'est tout à fait correct. Après, ça se dégrade. C'est la météo qui est le facteur limitant aujourd'hui. Pas que ça, mais en tout cas, c'est un des facteurs limitants. Et qui est en plus indépendant de votre volonté. Oui. Merci. Juste pour compléter, oui, c'est bien un suivi sur les, on va dire, 5, voire peut-être même 6 semaines avant la date de maturation. Donc du coup, les cinétiques aussi de maturation peuvent être une source de données importante pour les vignerons. Il y a certes les valeurs seuil en sucre, en acidité, en anthocyanes, on se dit, mais de voir la tête en fait des courbes, la cinétique des courbes de maturation, ça peut être important aussi pour faire des liens avec des millésimes précédents, et puis l'orientation de la vendange. Il y a la date de vendange, mais il y a, sur une parcelle donnée, en fonction de la cinétique de maturation, comment je vais orienter ma vendange. Au-delà même de la date de vendange, dans les différents types de cuvées, les regroupements de parcelles, comment je peux faire. Et ça c'est plutôt la cinétique qui l'apporte. Donc on voit que c'est important de commencer 5 semaines avant la date probable de vendange. Véronique Santé-Houtelier. Je travaille sur la viande, rien à voir avec le vin, mais généralement ça s'associe bien. J'avais une petite question concernant en fait la variabilité dans les grappes de raisin, parce que comment vous avez fait, vous tenez compte en fait de l'hétérogénéité de chacun des grains dans une grappe. Ouais, alors
Évidemment, ça c'est pour toutes nos actions au niveau viticole, c'est l'échantillonnage, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, on a des protocoles d'échantillonnage de 200B où on prend sur certaines grappes, sur certaines faces, où on essaye effectivement d'être représentatif de la parcelle. On sait très bien que c'est toujours très, très difficile. Voilà, le problème soulevé, oui, c'est l'échantillonnage des 200B pour faire les analyses. Voilà. Alors, on y travaille, Institut technique, etc., depuis de nombreuses années. Donc on a des protocoles qui sont pas forcément satisfaisants, mais en tout cas pour le moment, c'est ceux qu'on utilise. On travaille toujours à améliorer l'échantillonnage, le protocole d'échantillonnage, pour avoir une bonne représentativité. Mais donc on prend un petit peu, pour répondre concrètement à la question, on prend à différents niveaux de la grappe et à différents en face ensoleillée et face à l'ombre.